Bon, vous savez quoi, on va lancer 30 secondes avant le timer qui se termine. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on fout là un lundi soir, Mathieu? Bonjour à tous et à toutes. Je viens de voir justement les messages de Hikaru. Alors apparemment, dans 30 minutes, il y a un match de l'Euro. Je suis complètement étranger à ça. Je sais pas qui joue. La France. C'est la France qui joue? Il me semble que c'est la France. Ouais. Ah, les génies. On est des génies, c'est incroyable. Mais c'est parfait, comme ça vous avez 30 minutes pour regarder le live. Chier sur le match de la France. De faire un petit live. Bon, comme vous avez vu, on est vraiment décalé là. On n'est pas dimanche. Pourquoi? Parce que Gabriel est revenu du Japon. On est lundi. On n'aurait jamais dû faire ça le lundi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça? Je suis revenu du Japon? Non, je suis revenu du Japon. Après, j'étais en France et là, on revient de Vegas. Exactement. Voilà. Justement, laisse-moi tout expliquer. À la base, on avait décalé les lives le dimanche à 14h parce que Gabriel, avec le décalage horaire, c'était mieux pour lui. Ensuite, là, on est revenu de Vegas, donc on est complètement mort. Vraiment, on est complètement mort. On a fait le pire voyage possible. Et là, du coup, nous voilà de retour. On a décalé d'un jour. Et à partir de la semaine prochaine, ou ce dimanche plutôt, là, on va reprendre les bonnes habitudes. Bien comme il faut. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, ça a beaucoup bougé dans le MMA français. Justement, on va aborder les deux grosses news. Avant, on abordera justement notre petit séjour à Vegas. On va vous raconter comment c'était. C'est dommage, j'ai pas pu transférer encore les images que j'avais filmées sur mon téléphone parce qu'il y a une grosse visite de l'UFC Apex, justement, un peu les coulisses. Donc peut-être que on le fera sous format news pour pouvoir vous jeter justement les vidéos en question. Dans le truc, quoi, dans l'événement. Gabriel, ton ressenti sur le voyage, t'as aimé ou pas? C'était... Ah, une question de Poyo. Mathieu, t'as perdu combien au casino de Vegas? Non, je ne joue pas au jeu d'argent. Je ne joue pas au jeu d'argent. C'est haram, c'est pas bien. Mais je ne joue pas au jeu d'argent, mais en fait, le problème, c'est que c'est Las Vegas, en fait, c'est la cité du vice. Le problème, c'est que si t'es pas plein de vices, tu te fais chier, en fait. Tu t'ennuies, hein, tu regardes juste les gens faire de la merde. Non, c'était particulier. On a bien rigolé, mais voilà. Gabriel est passé de Tokyo à Vegas, son cerveau il a rien capté. Non mais en fait parce que Tokyo, il y a plus 8 heures par rapport à la France. Je suis revenu en France pendant 3 jours et je suis parti à Vegas où il y a moins 8 ou moins 9 je crois. Un truc comme ça. Ouais, enfin bref, j'ai fait un bond de moins 17 heures, tu sais, j'ai rien compris. J'ai rien compris donc... Je sais pas comment Gabriel fait parce que moi j'ai fait juste un aller-retour et je suis complètement mort et Gabriel il arrête pas de taper des allers-retours dans tous les coins du monde. Le mec il est normal. Je sais pas si je peux me qualifier de globetrotter ou de manouche mais ça bouge pas mal. Un manouche de luxe hein, parce que les manouches qui vont au Japon puis voilà. Il n'y a pas beaucoup de manouches qui sont capables de se payer ça mais... Un globetrotter on va dire. Alors... Du coup, donc, nous avons fait un bond à Vegas, parce que comme vous le savez, Mathieu, donc combat au Dana White Contender Series le 27 août, et il y avait du contenu à faire en fait. L'UFC ramène... Alors, quand c'est... donc tu m'as dit tout ce qui est brésilien, etc., eux, ils le font au Brésil, mais après tout ce qui est européen et compagnie, ils font venir aux États-Unis à l'UFC Apex. Ça, il me semble qu'ils ont un complexe au Brésil où ils ont toutes les compétences pour le faire, par contre en Europe, ils n'ont pas. C'est bien dommage, parce que ça aurait franchement évité pas mal de tracas. Après, franchement, je veux dire, c'est une expérience de dingue. Oui, c'est tout frais payé par l'UFC. Ouais. Ça permet de faire des rencontres, de voir du pays, de voir des craquettes partout. T'as raison sur un point, c'est qu'il faut vraiment voir le positif. On a eu l'occasion quand même d'aller à Las Vegas, tout frais payé, dans un bon hôtel, de visiter les locaux de l'organisation la plus légendaire en MMA, avec une énorme histoire. Donc bon, c'était quand même très sympa. On a pu visiter la ville aussi. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est fatigant. Ce qu'ils m'ont payé, l'UFC pour le voyage, en fait, tout était défrayé. Exactement, ils payent pas les gens pour le voyage. En revanche, ils te défrayent tout, ça veut dire qu'ils te payent ta nourriture, ils te payent le déplacement, ils te payent le logement. En fait, c'est vraiment genre, ils te fournissent tout, t'as juste à monter dans l'avion et tout est fait, t'as rien à faire. Ce qui était nickel, parce qu'après le voyage du Japon, en disant que c'est un peu la banqueroute, tu vois, tranquillement, donc enchaîner derrière à Vegas, c'était un peu chaud, quoi. Et attends, alors Daniel avait dit dans le LFE que l'UFC te faisait venir pour faire du content. C'est ça, exactement. Le content, en fait, c'est du contenu, c'est genre des photos, des interviews, des vidéos de moi en train de taper sur le sac, ou à la patte d'ours. Donc c'est vraiment de faire des vidéos, en fait. Mais du coup, défrayé, Gab et Mathieu, ouais. Oui, heureusement. Moi, j'étais encore à Tokyo, justement, j'ai eu un appel
de mon grand dadé qui fait viens, j'ai un petit date pour toi à Vegas. Je fais bro, I'm in bro, let's go. Et oui, t'as plus de secondes, là, t'as plus de secondes. Ah non, ça permet de voir du pays quoi. Ouais. Et Non, mais d'ailleurs, c'est bien, parce que j'avais pensé à toi parce que comme on a déjà, comme t'es déjà venu en camp vous avez vu, d'entraînement. il pense à moi. Ouais. Ah oui, tout le temps. Ton crâne luisant. Non, mais comme on avait déjà fait un camp d'entraînement ensemble, je savais que t'étais plus ou moins, on va dire, voilà, facile à gérer. Et bon, Comment ça, plus ou moins? Je fais des dingueries ou quoi? non, t'as des petits défauts, mais ça va, c'est des petits défauts. J'ai eu pire, quoi. On va dire, j'ai eu pire comme colocataire en camp d'entraînement. Donc, Ouais, voilà. je t'emmène marcher quoi. Ouais, par contre, c'était chaud. Alors, les gars, j'ai pas compris. Oh, Gabriel, oh, il m'a oh, oh. emmené marcher. Alors, c'était une heure de marche. Parce que 1 heure en France, c'est facile. Parce que là, 1 heure, quand t'es sur T'inquiète, 45 degrés, ça on va l'expliquer au fur et à mesure justement, t'inquiète. Vous étiez avec Daniel et Fred de Gong? Bah non, non, ils étaient en France eux? Non, ils étaient... ouais. non, ils sont pas partis aux États-Unis. Hein. Alors du coup, voilà, on va vous faire le long débrief justement de ce voyage. Donc départ de Paris mardi matin, petite escale à Francfort justement pour ensuite rejoindre Las Vegas. Et dans l'avion, bah, on s'est retrouvé aussi avec deux mecs, deux Anglais, donc le coach et un petit jeune qui allait pour justement le Dana White Contender Series. Alors, le petit Anglais, je crois que c'est un bantamweight, il s'appelle Adam... Je sais plus, je me rappelle plus son nom de famille, mais bref, il est à 13-2, et son coach, en fait, est un vétéran, vraiment bon vétéran en termes de MMA, même de sport de combat, parce qu'il combat en bare knuckle, il a combattu à l'UFC en 2014. C'est lui aussi qui a coaché l'adversaire de Baki au Polaris, avant-hier, Owen Livesey. Gros grappleur. Et donc, on se retrouve avec eux dans l'avion. Après, donc, voilà. Le trajet pour aller à Vegas se passe très bien, on descend, et puis après, donc, on commence à faire connaissance. Arrivé à la douane aux États-Unis. Déjà, on descend de. Comment ça s'appelle? On descend de l'avion et on se rend compte de la chaleur. Ah ouais, on prend une bonne claque. C'était dur. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir une sorte de. Comme si tu sortais dehors et que tu avais un chauffage qui était bloqué sur ta tête. C'est ça. C'était exactement ça, c'était la canicule. Très alors, Rorsheim, Mathieu, il combat en 84 kg, middleweight. Donc, donc on arrive à l'aéroport de Vegas. Il y a une chauffeuse, oui, qui vient nous chercher, une daronne qui était super cool d'ailleurs. Elle arrive avec le petit iPad avec nos noms marqués dessus. Les Anglais... Les Américains n'ont pas le temps quand même, ça veut dire... La vieille dame, elle avait quoi, 70 ans? Non, t'es ouf. Soit la soixantaine max. Moi, Ouais. 70. Elle était encore sous la chaleur à faire des allers-retours avec sa navette et tout, c'est incroyable quand même. Ils n'ont pas de retraite, les Américains. Non. Bah non, mais comme ils ont dit, en fait, c'est qu'ils ils enchaînent les petits jobs, machin, etc. Faut faire du money, tu vois. Faut faire du money à fond. Et donc, on attend les Anglais qui, avec la compagnie Condor, ont perdu leur bagage. Avec donc les pattes d'ours, les gants et tout le bordel. Voilà. Un petit conseil, ne prenez jamais de bagages en soute. C'est tellement pourri. Je connais tellement de gens qui se sont fait flinguer. Je connais même quelqu'un qui était parti en Fight Week. Et en fait, ils ont perdu ses affaires de Fight Week, son short, ses gants et tout ça. C'est chaud. Ah, hein. mais après, t'es obligé. Regarde, moi, que si je partais pas au Japon avec toutes mes valises, j'étais mort. Tu vois, je pouvais pas. Tu peux te débrouiller. En vrai, tu peux te débrouiller. Et tu prends tout sur place. Et donc, on attend les Anglais, ils arrivent. Donc, on arrive, gros Cadillac escalade, là. La voiture, elle est mastoc, un truc de ouf. Trajet pour aller à l'hôtel. Donc, on passe surtout devant les gros casinos de Vegas. Franchement, n'ayant jamais vu ça, c'est super impressionnant, en fait. C'est vraiment super impressionnant. Attends. Wesh, on est tous là pour Baki Doumbé, les infos. Mais doucement, on y arrive. On fait un petit live short, tu vois, mais un petit live concentré. On raconte quand même l'expérience. C'était vraiment sympa. On déjà dit bonjour. Ça coûte rien, tu vois. Ça mange pas de pain. Et donc, on arrive à cet hôtel. On se pose parce que le lendemain, il faut aller à 7h30 à l'UFC Apex. En réalité, wesh, ça veut dire bonjour. Hein. Ouais. Et voilà. Ouais, bon. Et donc, du coup, on arrive à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on a graillé déjà le soir? Ah oui, Panda Express, le chinois. Bref, donc on va se coucher. Le lendemain, il faut se lever à 6h45 parce qu'il y a un chauffeur qui va nous récupérer à 7h30 dans le lobby de l'hôtel pour aller à l'UFC Apex. Salut, super Gorette. Donc, trajet pour aller à l'UFC Apex, c'était à quoi? Au moins 20-25 minutes de l'hôtel, je pense, un truc comme ça. Ouais, c'est quand même assez excentré, mine de rien. Moi, je pensais que l'Apex était vraiment dans le milieu de la ville, mais plutôt loin, en fait. Toi, tu savais qu'on allait à l'UFC Apex ou pas? Tu savais le lieu où c'était?
Parce qu'en fait, je m'avais donné aucune info. Moi, je savais pas du tout où est-ce qu'on allait faire le photoshoot. Ouais, tu à Tu l'Apex. m'as laissé dans le doute total, quoi. La surprise. Et donc, on se gare devant l'UFC Apex. Il y avait l'UFC Apex. Un peu plus loin, il y avait les locaux. Je pense que ça devait être le HQ de l'UFC, je pense. Ouais. Et Ouais. bah, je pense que dans la zone aussi, il devait y avoir l'UFC PI, l'UFC Performance Institute, là où justement, bah, on peut s'entraîner et compagnie. Donc on arrive on arrive à l'UFC Apex et dans le hall d'entrée en fait il y a un gros mur avec toutes les ceintures des organisations qui sont sous la bannière de l'UFC. Donc le Strike Force, je crois qu'il y avait la ceinture du Pride. C'est possible, ouais. Il y avait donc les ceintures de l'UFC, les ceintures WEC et compagnie. Et sur la droite il y avait le mur un peu légendaire qu'on peut voir justement dans beaucoup de vidéos de l'UFC, c'est là où il y a tous les jerseys de Ultimate Fighter qui sont dédicacés par toutes les équipes, les coachs et compagnie. Donc Un des jerseys d'ailleurs qui était signé par Daniel en plus. J'ai même pas pu le voir. J'ai été chercher, j'ai pas trouvé la signature de Daniel. C'était pas- sur quelle saison du TOF il était déjà? C'était Johanna contre comment ça s'appelle, la brésilienne. Et voilà, mur légendaire, une pièce d'histoire dans le truc. Alors, on se fait emmener dans la cuisine, on attend, et puis bah, à partir de là, voilà, il y a tous les petits trucs qui arrivent. Donc, interview pour Mathieu, photo avec les gants justement du Dynamite Contender Series. Comment tu les as trouvés les gants? Raconte-nous. Excellent, ils sont vraiment très très fins. Hein. Je pense que c'est peut-être les gants les plus fins et les plus simplistes que j'ai jamais essayé. Donc le feeling est vraiment bien. Hein. T'as l'impression d'avoir rien du tout. Après, il faut voir ce que ça donne avec les gros bandages en dessous. Mais c'est des gants de brut. Hein. C'est des gants de brut, ils ont l'air de faire très très mal. Ouais, d'ailleurs, c'est bizarre parce que donc ces gants sont censés éviter les eye poke. Là, ils ont été instaurés depuis Poirier Islam là, et depuis que en plus, ils sont censés être plus fins, de passer de 4 oses à 3 oses. Ils sont Et fins. voilà, Trahison Max, pas beaucoup de KO depuis ces nouveaux gants. Je crois qu'il y a un ratio de 10% de KO ou un truc comme ça depuis l'instauration de ces nouveaux gants, et il y a eu quand même pas mal de eye poke. Donc à voir après sur une plus longue période, mais Donc c'était du bullshit. Pour l'instant, c'est du bullshit le nouveau design, c'est ça? après, c'est que justement, c'est censé te protéger plus, toi, ta main, parce qu'il y a une protection sur la zone intérieure, zone extérieure, justement, quand tu vas mettre des overhands pour pas te péter Ouais, ça c'est important. les os fragiles, que ce soit là ou là, ou même sur les marteaux, les trucs comme ça. Toi, donc, sur la partie média, raconte-nous un petit peu. Bah, on a fait comment ça s'appelle? On a commencé par la partie interview en anglais, à 100% en anglais. Donc au début, c'était juste une dame qui vient te voir, qui te pose des questions. Et tu vois, au début, ça va, parce que tu es tout seul avec elle, donc c'est une discussion normale, en fait, ça se fait tout seul. Après, elle t'emmène, et puis tu arrives devant des caméras. En fait, ils te font t'asseoir sur une chaise, mais vraiment face à la dame, et tu vois, tu as les lumières sur ta tête et tout. T'as une position particulière, et là, merde, là c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de parler anglais. D'habitude, je parle plutôt bien, et là, j'étais un peu, comment dire, un petit peu Décontenancé, déstabilisé. Ouais, un petit peu décontenancé, exactement. Mais ça va, ça s'est fait. Bon, j'ai pas pu exprimer exactement ce que je voulais sur les interviews, mais c'est pas grave. Je pense que le gros est passé quand même. Donc on a fait l'interview, après on a fait les photos qu'on avait mis sur les réseaux. Donc, c'est les photos classiques. Et ensuite on a fait la partie la plus intéressante, on va dire, c'était en fait tout ce qui était vidéo de l'entraînement. Donc ça veut dire en fait je m'entraîne et une fille pendant que je m'entraîne. Et c'était sympa à faire. Un peu fatigant. ouais. Ils font taper comme une brute pendant 30 secondes, ça n'arrête pas. Je vois plein de balles. Non, c'était sympa. C'était sympa. Le création de contenu était sympa. Après, ça n'a pas pris beaucoup de temps. C'est vrai que c'est là qu'on se dit, ah oui, quand même. Ils te font venir, ils te font faire au total. On avait quasiment une trentaine d'heures de vol au total avec les correspondances, tout ça, peut-être même plus, pour en fait 1 heure et demie de contenu MMA, quoi. Donc c'était fatigant. Mais voilà, moi c'est. Et alors, donc, tu as eu une session un peu genre tout ce qui était strength and conditioning, tu vois, à filmer. Après, donc, session aux pattes, session au sac. Donc, pendant que tu faisais le sac, alors moi, j'ai vu un gars que je suivais sur les réseaux depuis un bout de temps, un super bon grappleur qui s'appelle Cody Steele, qui, pareil, en fait, allait combattre justement dans la Contender Series. Donc, j'en ai profité pour aller le voir et lui parler. Il est à 5-0, il a combattu au LFA, là. Et 6-0. Combien? 6-0. 6-0 maintenant. 6-0. Voilà. Le combat, c'est au Fury FC. Et ah oui, c'était Fury ou LFA? Non, c'est Fury, c'est ça, Fury FC, ouais.
Et gars super cool, il s'entraîne justement à Syndicate MMA, un très gros club de Vegas. Et le soir, justement, on a pu aller tourner en grappling chez eux parce que Cody il a dit voilà les gars, venez, il n'y a pas de problème. Donc c'était très sympa. Et il me semble que Cody en plus il affrontera un ancien adversaire de Alex Pereira. Ouais. La personne de Kemuel Otoni qui avait combattu contre Alex Pereira en 2015 et qui avait gagné par étranglement arrière au 3e round au Jungle Fight. Donc il prend pas n'importe qui quoi. Et Cody, de Pereira arrivé à l'UFC. Cody justement qui combat à 70 et l'adversaire de Pereira il a combattu en middleweight, welterweight et là maintenant justement en lightweight. Donc il a fait un drop de plusieurs catégories. Il cut beaucoup. Hein. Ouais. Alors Poyo, ils ont pas de locaux en Europe pour tourner ça? Bah non. Non. Ils ont les locaux justement au Brésil, aux États-Unis, mais pas encore en Europe. Pardon, désolé, c'est le jet lag. J'imagine que comme c'est encore récent, le développement du MMA, on va dire, en Europe de l'Ouest, je pense qu'ils veulent prendre leur temps, quoi. Mais bon, ça, à mon avis, ils vont bientôt pouvoir. Hein. Vu l'enjeu, vu l'ampleur du truc, peut-être qu'on aura bientôt plus besoin d'aller aux États-Unis pour faire les photos. Gabriel, il vient à peine de débarquer dans les locaux de l'UFC Apex, il gratte déjà un cours de grappling. Mais c'est ça, tu vois, tu rentabilises le voyage à 200%. Tu vois quelqu'un, tu fais des connexions, des machins, tu vois, tu vas poser la question, tu vas oser, et puis au fur et à mesure, tu vois, c'est toujours cool. Tu vois un mec que tu as observé quelqu'un, la carrière de quelqu'un pendant des années, et hop, là, tu as l'opportunité d'aller t'entraîner avec, c'est super. Et après, justement, il nous a dit, les gars, quand vous revenez à Vegas, contactez-moi, on va s'entraîner à l'UFC PI ensemble, machin. Tu fais du contact, tu vois, tu fais du contact et tout. On a même rencontré d'ailleurs un des artistes du Cirque du Soleil aussi. Ouais. Dans l'entraînement. Un mec qui travaillait sur un des plus gros spectacles de Las Vegas. Cirque du Soleil, je crois même que c'est connu en France. Hein. Ah ouais. Et, donc on peut faire des contacts rapidement. Hein. Alors merci Gérard qui a offert 2 abonnements sur la chaîne. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Gérard Levent a offert 2 abonnements à Aro Fritchier et à Arnold Schwarzenegger. Merci pas. Généreux Gérard. Et alors après, il y a eu une intervention super intéressante, parce que ça concernait le programme antidopage justement de l'UFC. Il y a un bonhomme assez grand, assez fin, etc. Quand je l'ai vu arriver, je me dis, attends, je connais sa tronche, je l'ai déjà vu plusieurs fois, etc. En fait, c'est Jeff Nowitzki, qui est responsable de de tout le cercle en fait concernant le dopage, programme antidopage à l'UFC. Il est accompagné par sa collègue qui s'appelle Donna, alors j'ai plus retenir le nom. Plus après il y a l'équipe qui est arrivée. Gabriel, quoi. Elle a directement regardé Gabriel genre oula. Salopard. Gabriel, t'as pris des notes sur les tests antidopage, c'est bon. Elle a directement envoyé un message à Gabriel. En plus, il me semble qu'elle t'a envoyé un message, c'est ça? Ah ouais, elle m'a écrit par email, ouais. Je crois que c'est Gabriel, c'est le seul à qui elle a pris le contact. Non, franchement, c'était super intéressant parce qu'ils nous ont expliqué justement à partir du moment où tu rentres dans le circuit de l'UFC, donc sur Dana White Contender Series ou l'UFC ou le TUF ou n'importe, si tu prends pas les suppléments où il y a tel logo que c'est testé par telle tierce partie et compagnie, tu peux avoir des problèmes. Voilà, tu peux avoir des problèmes. Si tu prends les compléments où il y a ces logos-là, tu sais que tu n'auras aucun souci, en fait. Tu sais que tu as des organismes en fait, qui contrôlent justement le marché des suppléments et ça te permet vraiment d'avoir une vision claire des composants qui est dedans parce que parfois tu peux te retrouver avec des résidus. En fait, c'est ce que disaient les responsables de l'antidopage, c'est qu'en fait, très souvent, les combattants ils ne sont pas cramés en plein dopage, c'est-à-dire avec des grosses doses de dopage et tout ça. Souvent, c'est des résidus qui proviennent de suppléments. Des suppléments qui ne sont pas censés contenir ça. Donc, voilà. Faut contrôler ça et c'est pour ça qu'ils ont créé ces organismes pour vraiment avoir une vision claire de ce que contiennent chaque pot de protéines ou de créatine. Et justement, ils avaient donné l'exemple. Tu sais, tu as eu le truc famous avec John Jones, tu as l'histoire du picogramme. Ouais. En fait, ils expliquaient que eux, avec leur test de détection, tu pouvais mettre 1 grain de sel dans une piscine olympique, laisser toute la nuit, etc. Le lendemain, en fait, quand ils se testeront le truc, ils pourront retrouver que il y a eu 1 grain de sel dans la piscine olympique. C'est dire l'étendue du test, en fait. Je vais mettre... J'arrive. Vas-y. Et alors, ils expliquaient aussi par rapport à tout ce qui était... Qu'est-ce que tu mets? Pourquoi tu mets ta casquette? Ça me défonce mes yeux. J'ai les yeux éclatés, il faut que je mette de la... Ils expliquaient que par exemple, voilà, tu pouvais trouver des résidus. Même, ils ont montré un sac
Excusez-moi du terme une poche, c'est dire une poche. Ils ont montré un sac de protéines, un pochon de protéines vegan, un truc genre qui venait d'Amazon, machin. Tu dis ouais, jamais tu pourras trouver des conneries dedans, mais en fait, comme il n'y a pas de label, il n'y a rien du tout, et ben ça peut très bien être teinté par, je sais pas, des pro-hormones ou ce genre de conneries en fait. Elle avait même montré un pot d'ailleurs qui était censé être un supplément qui en fait se trouvait être un produit dopant complètement. C'est ça. Attention. Oui, je mets ma comment ça s'appelle? Je mets ma casquette parce que le jet lag ça me provoquait un petit peu de sensibilité au soleil, à la luminosité et comme vous ne voyez pas, j'ai une énorme lampe qui est juste face à moi. Donc ça fait un petit peu mal aux yeux. Donc voilà, ça a été vraiment un speech très intéressant. Alors après, donc on a eu la petite visite de l'UFC Apex par Jeff Nowinski, où il nous a montré donc la salle où Mathieu va combattre. Alors c'est très petit. C'est très petit. Il nous a montré aussi l'emplacement où est Dana White quand il regarde les combats, où se fait l'entrée des combattants, la grosse salle justement pour le warm-up, pour l'échauffement. Et il y a aussi une petite salle pour l'échauffement, et ils ont expliqué qu'en général, les femmes et les hommes sont dissociés par rapport à l'échauffement. Ils laissent la petite salle d'entraînement un peu plus cloisonnée pour les femmes pour qu'elles soient plus tranquilles pendant cette période-là. Voilà. on n'est pas en Allemagne. Hein. Donc non, c'était franchement une visite super intéressante, vraiment chouette comme truc. En fait, on a eu ça vraiment au tout début de séjour, et ensuite ça nous a laissé derrière avec plus ou moins 24 heures en fait à faire ce qu'on voulait en fait dans la ville. C'est ça. Donc, même plus que 24 heures, même plus que 24 heures. Donc on a fait pas mal de trucs. On a marché sous le soleil à quasiment 50 degrés. On a croisé beaucoup de crackheads, beaucoup de crackheads. Alors je me souviens, on a croisé un mec, il est en train de parler à un mur. Ouais. Le mec qui parlait à un mur, on passe à côté de lui, puis il fait hey, if I wanna be a killer, I'm gonna kill people. I'm gonna kill. Donc, moi, ça veut dire si tu veux être un tueur, je vais tuer. Je vais les tuer. Imagine, tu passes à côté d'un mec qui parle à un mur, qui dit ça, qui dit je vais tuer des gens, je vais les tuer. On a vu ça, on a vu un mec qui se baladait, un crackhead avec son caddie, et il avait une énorme machette dans le caddie. On a vu beaucoup de groupes de crackheads qui étaient en train de s'échanger du crack et trucs comme ça. Bref, vraiment, c'est un fléau là-bas. Et c'est vraiment le bas monde. Hein. Moi, je trouve que c'est le bas monde. Donc, en fait, tu as Las Vegas, les gros casinos, etc. Tu as un peu le alentour, là où on allait s'entraîner justement à Syndicate MMA. Et après, tu as ce qu'on appelle le downtown, je dirais la banlieue, limite le ghetto de Vegas, tu vois. Où là, ouais, c'est full crackhead. Donc on allait s'entraîner à Syndicate MMA. Et à l'hôtel, regarde, à l'hôtel, quand on sortait, il y avait toujours des crackheads qui traînaient, des mecs qui étaient en train de c'est vrai, cachés dans les poubelles et tout. Il y avait toujours un truc qui traînait. Donc, des gens bizarres. Mais à toutes les heures du matin, hein, parfois on voit un mec assis par terre, il est 6 heures du matin, le mec il a passé la soirée, en fait, la nuit allongé ou assis par terre. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait il fait vraiment très très chaud. Vraiment, tu peux pas rester au soleil. Il faut être habitué. Il faut être habitué, je pense. Ouais, et tu vois les mecs, ils restent au soleil toute la journée, t'as l'impression qu'ils sont en train de cuire en fait. Alors, Orshine, les combats des Dana White Contender Series sont diffusés sur RMC. Non, c'est diffusé sur l'UFC Fight Pass. Et c'est pas le samedi soir, c'est le mardi soir. La saison, je sais plus quelle saison c'est, commencera à partir de... Je crois que c'est le 13 août. Oui, c'est 13, 20 août et 27 août ton combat à toi. Ouais. C'est ça. Et, je sais pas s'il est renseigné sur ma fiche d'apologie, mon combat. Non, il est pas encore noté, tu vois. Il est même pas encore écrit. Mais là, ton adversaire, maintenant, le nom est sorti. Ouais, c'est Marco Tulio. C'est un Brésilien, il fait partie de l'équipe de Charles Oliveira. Donc c'est un très très bon adversaire. Il a 11-1. Il est sur pas mal de victoires d'affilée. Il est sur 1, 2, 3, 4, 5, 7 victoires d'affilée. Ouais. Un très très bon profil, un mec plutôt dangereux. Donc, il est, en termes de finition, on est plus sur quoi? Du KO, de la soumission? Ouais, c'est plutôt un KO-auteur. Sur ses 11 victoires, il a 7 KO et une soumission et 3 décisions. Ouais, c'est vraiment un mec qui rentre à la bagarre. C'est parfait. Hein, c'est le genre de combat où tu sais que ça va forcément être violent, donc c'est parfait quand tu sais que... Ça va offrir un beau show, un beau spectacle. Ouais. Dana, il recherche ça. Si tu tombes sur un mec qui est très stratège et tout, ça peut être rapidement frustrant. Là, au moins, je sais que ça va être... Voilà, ça risque d'être une guerre. Donc, très bon match-up. Match-up intelligent. Ouais. Et alors, donc on est allé à Syndicate MMA. Donc je me suis entraîné avec... j'ai pu rouler avec Cody Steele. Très fort. Très fort. Il a un grappling de fou furieux. On a roulé aussi avec le prof, je sais plus comment il s'appelle, Jared Shapiro ou un truc comme ça, ou Joseph, je sais plus. Aussi très fort. Ceinture noire, je crois, 3e degré. Il y avait Merab. Merab Dashvili, j'y ai parlé.
Et, j'ai C'était complètement foiré. Il a dit qu'il faut un malade mental. awkward as fuck, quoi. Ah, il a dit qu'il faut un malade mental, le pauvre. Ah. En fait, il avait fait une pesée où t'avais. C'est Rudo qui dit Davai, Davai. Et puis Merab, il s'énerve, il fait I'm not Lucian, I'm Georgian. Et après, il fait Go. Et je le regarde, il fait I'm not Lucian, I'm Georgian. Mais il n'avait pas compris, je pense qu'il sortait de l'entraînement, il était fatigué, il me regarde, il fait Ah, ok, ok. Il fait merde, il a pas compris. Non, après, ça a vite switché et franchement, il est très sympa, il est très gentil. Très terre à terre, tu vois, il se prend pas la tête. Comme beaucoup de combattants en fait, hein. C'est rare d'avoir des gens Genre qui hautain, ou qui se voilà, sentent plus pissés, ou... ouais. en réalité, on en voit très peu et souvent, tu vois, quand on les voit, c'est pas au ultra haut niveau, c'est au niveau intermédiaire ou même au bas niveau. Donc C'est ça, qui prennent le melon, et... voilà. ouais. Mais à ultra haut niveau, bon, je pense que tu apprends vite à être humble en fait. Salut Tawos. Alors, ensuite, après, ça a été chill sur Vegas. On est parti manger des burgers tranquillement. Le lendemain, petite session de muscu. Surcoté les burgers américains surcotés, ça vaut pas un black and white burger. Bon, par contre, les petits déjeuners américains, c'est vraiment de la bombe. On s'est régalé. Ouais, c'est bon, on a fait un diabète type 1, type 2, on en a inventé un type 4 même avec ce petit déj là, c'était... Les petits déjeuners américains, c'est vraiment les pancakes énormes. Les pancakes, c'est vraiment genre une tour comme ça de pancakes, bien épaisse, tu sais, avec la chantilly au-dessus, la crème et tout, des fraises. Oh là là, leurs œufs brouillés sont excellents. Bref, en fait, ils te ramènent un plat, tu payes 10 balles, mais t'es éclaté. Hein. C'est pas comme en France. En France, avec 10 euros, tu prends 3 plats. Il te faut 3 plats à 10 euros. Là, c'est. T'inquiète pas, tu prends ton plat à 8 euros, tu ressors, t'es régalé. T'es yam. Ouais, gustativement parlant, c'était bien. On s'est bien éclaté. Après, on est parti marcher pendant 3 heures. J'ai cru que j'allais perdre Mathieu sur le trajet. Moi, j'étais déjà un peu habitué justement parce que je marchais des plombes quand j'étais à Tokyo, donc j'avais déjà un peu pris le pli. Mais là, sous le cagnard, 45 degrés, en train de mourir sans une boisson, sans rien, on était à la recherche d'un 7-Eleven, tu vois, en train de à boire. Ouais. Moi, j'étais vraiment pas bien. Hein. À ce moment-là, j'étais déshydraté. Hein. Et j'ai encore d'ailleurs les lèvres qui sont super sèches. Bon, j'ai ma sèche de base, mais là, elles ont encore plus desséché. C'est horrible. Mais c'était une super bonne aventure. Franchement, on s'est bien marré. Moi, en tant que fan, en tout cas, j'ai vraiment kiffé d'avoir pu voir tout ça. Ce complexe, ce lieu, l'environnement, une partie du staff de l'UFC, etc. Je sais pas si j'aurai la chance de revoir ça. Donc, déjà, Mathieu, merci de m'avoir emmené là-bas. Et... Gabriel demandait aux gens Where is Combini. Les Combini, le 7-Eleven américain, c'est pété par rapport au 7-Eleven japonais. Ça, faut le savoir. J'ai entendu par contre que les 7-Eleven asiatiques, il y a des trucs de malade. Même en Corée et tout ça, apparemment, c'est dinguerie les 7-Eleven. C'est de la bombe. Là, on est tombé sur un 7-Eleven tenu par des rednecks consanguins. Oh, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Mais par contre, leurs cinnamon rolls, ils sont très très bons. Leurs roulés à la cannelle, ils sont... Ouais. Alors, si je vais pas au combat de Mathieu, non, parce que moi je serai au Japon, je serai en train de faire ma prépa. Je retourne à Tokyo en août, comme Baga en septembre. Mathieu, lui, il part. D'ailleurs, il va falloir aussi qu'on trouve le rythme, comment faire les lives, comme tu pars le 7 juillet à Rio, c'est ça, à Rio? Le 9 juillet, on part à Rio, ouais, on reste là-bas pendant un mois et demi, quoi. Jusqu'au 20, après donc Fight Week à Vegas, et après donc bagarre le 27 août. Tawos demande si tu es prêt pour cet été, Mathieu. Est-ce que tu es prêt à reprendre l'avion? Est-ce que tu es prêt à... Pour la plage, ouais. Non, pour l'avion, c'est bon, ça commence à revenir. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai vraiment plus envie de prendre l'avion. Hein. Quand je suis rentré, quand on est rentré des States, je suis arrivé en France, déjà, je suis arrivé en France à l'aéroport allemand, même pas en France, je suis arrivé en Allemagne, donc en Europe, et je me sentais déjà tellement mieux, en fait. Je me sentais vraiment pas bien aux US. Il y a, je sais pas ce que c'était, peut-être... tu sais, en France, il y a aussi ce syndrome. Le syndrome de Paris, on l'appelle, c'est quand les touristes asiatiques ils découvrent Paris, ils sont extrêmement déçus. Et je me demande si j'ai pas fait un petit syndrome de Vegas, parce que je suis vraiment rentré en état un peu pas dépressif, mais un peu vraiment genre déception totale. Et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Et dès qu'on arrive en Allemagne, tu vois, juste revoir des Européens, ça m'a mis bien, parce que les Européens, on n'est pas pareil que les Américains. On peut penser que c'est la même chose, c'est pas pareil. Hein. On s'habille pas pareil, on se déplace pas pareil, on bouge pas pareil, on parle pas pareil. En fait, il y a rien qui est pareil. Hein. Et vraiment, tu vois que en France, les gens sont plus fins quand même. Ils sont plus élégants, je sais pas, il y a un truc... En Europe, en tout cas en Europe de l'Ouest, il est comme ça, et ça avait manqué. Même sur 3 jours, ça avait manqué, tu vois.
Là, j'ai un petit peu peur de partir au Brésil parce qu'on va rester un mois et demi. Voilà. Bon, je pense que les Brésiliens sont moins bof, ils sont moins un peu, je sais pas comment dire, moins, si moins bof que les que les Américains, mais ouais, c'est particulier quand même le Brésil. Et j'aime vraiment trop apprendre. Tu vas pas à Rio Gabriel? Non, normalement, enfin, je pense ne pas y aller. Après, ça dépend en termes de budget si j'ai la possibilité de faire Rio après d'aller à Tokyo. Mais sinon, bien, non, ça. concrètement. Hein? Ouais, bien ça. Ouais, il faut gagner un petit truc à l'euro million, je sais pas. Ça va coûter un bifton, quoi. Hein? Ouais, ça, ouais, Ouais. Le RER te manquait trop, te dit Sweezy. Ah, c'est horrible ça. Donc voilà, super bon voyage à Vegas. Et on est rentré quand déjà? Vendredi à minuit, je crois. À 1h du mat, chez nous. Le vendredi à minuit, ouais, ça s'en est rentré vraiment tard. Ouais. Mais ça va, mais franchement surpris. Moi j'ai réussi à bien gérer le décalage horaire dans le sens où j'ai pas fait de la merde, tu vois. J'ai peut-être dormi un petit peu trop le dimanche, mais le samedi, pardon. Mais ça va, j'ai plutôt géré, hein. Je pense que de ce soir je vais bien dormir, j'espère. Mais c'est que c'est particulier à gérer quand même, le décalage, tout ça. Ouh, ça tabasse. Ça tabasse fort. Marsouin le pingouin. Bonsoir, alors ce petit voyage aux US. Ben, on vient juste justement de passer 30 minutes à... Ouais. Bon, ça sera dispo sur le replay, hein, mais on vient de faire justement le débrief de ce super voyage à Vegas de 48 heures. Et malheureusement, la phrase « ce qui se passe à Vegas reste à Vegas », on pourrait pas vous dire grand-chose parce qu'on n'a pas fait de dinguerie. C'est dommage. Alors, par contre, ouais, j'étais surpris parce qu'à la base, moi je voulais justement Gabriel parce que je savais qu'il était calme, hein, tu vois. Il y avait quelqu'un d'autre dans le club, Rémi, qui voulait venir. Je dis, Rémi, c'est peut-être pas une bonne idée de l'emmener à Vegas. Lui, s'il l'emmène à Vegas, ça va être compliqué, ça va être chaud. Et toi, je sais que tu étais calme. Alors, donc, on rentre. Et alors déjà, il faut qu'on parle justement de ce qu'il y a eu la semaine dernière, qu'on n'a pas pu parler sur le live précédent. Attends, je regarde le commentaire de Poyo. Très très arrivé, Poyo. Alors, il y a eu... D'ailleurs, Gabriel, attention, il y a même la conductrice. non, mais ça, c'était une dinguerie, ça, je comprends pas, moi. Elle a flashé sur Gabriel. Elle a flashé. Déjà, elle fait. Et quelqu'un peut monter devant. Donc Gabriel, il monte devant. Je fais, ouya. Bah non, mais tu sais, je sais pas, j'avais envie de voir. Enfin, on était dans l'escalade, il y avait gros pare-brise, j'avais envie de. Parce que quand on était allé à l'allée, là, on était à l'arrière du fourgon, là, comme des taulards, là. C'était une conductrice plus jeune qui était à côté de Gabriel, et puis elle fait oui, les Français, vous avez toujours des mots, des beaux mots et tout pour vous exprimer. Elle dit, quelqu'un dit, elle dit quoi? Comment on dit quoi? Je sais pas si on peut le dire en live. Alors, avoir des rapports avec une personne, donc ça commence par la lettre B, donc c'est un peu insultant, on va dire. Je veux te... Voilà. Je veux te B. Voilà. Comment est-ce qu'il dit je veux en gros, blablabla. Gabriel dit je veux te B. Elle écoute, elle fait oh, dis-le moi encore. Et puis les Anglais derrière avec nous, ils étaient morts de rire parce qu'en fait, la façon dont on le dit en français, pour eux, tu sais, ça sonne sexy un peu le truc, tu vois. Et puis là, ouais, par contre, c'était bizarre après qu'elle me leur demande plusieurs fois. Ah, tu peux me le redire, s'il te plaît. On arrive à l'aéroport et tout, donc Gabriel il prend son sac, elle le regarde une dernière fois, elle fait redis-le-moi une dernière fois. Ça, je fais ah ouais, c'est chaud. Il est rentré dans le jeu, Gabriel. Il arrive, il a fait je vais te. Elle avait l'air folle. Elle avait apprécié la traduction. Ouais. Donc Gabriel a beaucoup de succès avec les locales, on va dire. Ouais. Et donc, il y a eu deux grosses news de MMA, voilà, enfant, de grosses signatures qu'on va parler maintenant parce qu'après, apparemment, il y a un match de l'Euro qui a peut-être déjà probablement commencé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en termes de signature ces 2 dernières semaines? Saladin Parnasse au KSW et Baki, l'info est tombée tout à l'heure par les maîtres fumiers, Baki au PFL. Bien, ouais. Pourquoi PFL? Je regarde le truc de Poyo, Gabriel, c'est le BMF. Lui, il n'y a ni KT d'âge, ni KT de poids. Il y a mon daron qui se marre en dessous. Ah bah super. C'est le triple champ, quadruple champ, quintuple champ. Baki voulait pas aller à l'UFC. Alors, si, mais justement, voilà, je pense qu'on commence déjà par Saladin. Qu'est-ce que t'en dis? De toute façon, on va faire les deux, donc ouais. Puis comme ça, on pourra faire aussi une comparaison. T'as commencé sur Baki, donc autant continuer sur Baki. Sur Baki? Ouais. Ok.
Euh, alors, je pense que toutes les informations justement viennent de Maître Fumier, comme ils sont très proches avec le grand frère de Baki, le management, etc., même de Baki. Ils avaient annoncé aussi sa signature parce que Baki était parti c'est du Factory Management, je crois, enfin le truc du MMA Factory. Il a signé avec un management, alors je sais plus le blaze, mais qui apparemment manage Ilia Topuria. On s'attendait tous, je pense, à une signature de Baki à l'UFC, qui soit placée sur la carte de l'UFC le 28 septembre, 26 septembre, je sais plus. Et la news est tombée en fait. Alors il y a eu des infos comme quoi il y avait aussi le KSW qui était en train de se placer, le PFL qui était en train de se placer, et vraiment on était, je veux dire, quasiment sûr à 100% qu'il y aurait une signature justement à l'UFC. Et donc il a signé au PFL pour 5 combats. PFL pour 5 combats, dont une revanche contre Cédric Doumbé. Un gros engagement quand même, hein, parce que 5 combats c'est pas rien. Hein. 5 combats ça peut être long. Hein. Si tu fais un combat, on va dire, tous les 3-4 mois, 5 combats, c'est quasiment 2 ans. Hein. 2 ans d'engagement. Et pour une très grosse somme. En fait, c'est ça qui a été l'élément décisif. Ça a été alors, le montant n'a pas été dévoilé. Maître Fumier, ils n'ont pas dévoilé le montant. Mais apparemment, c'est une très 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 grosse somme. Et ça en fait de Baki justement un des jeunes combattants de MMA les mieux payés du monde. Tu plancherais sur quelle somme, toi? On parle de combien, là? Franchement, je sais même pas comment estimer ça. Plus de 300 000 par fight? Plus de 400? Non, je pense pas quand même. T'es sûr? Non, j'aurais mis moins quand même. Je sais pas. Non, je pense pas. J'aurais peut-être mis un 100 ou un 150 000. J'aurais parlé sur ça. Ouais, qu'est-ce que tu penses de cette signature, toi, du coup? Bah, il a plus ou moins raison. Hein. PFL, on va dire, c'est pas forcément le même niveau en termes de difficulté que l'UFC, mais il y a quand même un côté, on va dire, connu. Il y a quand même un côté popularité, vu que c'est une organisation qui est montante, qui commence à avoir pignon sur rue, qui a absorbé le Bellator. Donc c'est pas n'importe quelle entité. Le niveau est moins compliqué que l'UFC, donc tu peux plus facilement briller. Donc ça peut être une très bonne occasion en fait de taper quelques mecs, de prendre de l'expérience dans une organisation de taille vraiment majeure, et ensuite une fois que tu as commencé à gratter un peu de billets, que tu as commencé à prendre un peu de fame, là justement, utiliser cette fame, utiliser ce pouvoir pour négocier avec l'UFC un contrat intéressant, et là vraiment commencer à accéder au haut du classement. C'est pas forcément bête comme décision. C'est une décision plutôt intelligente, je trouve. Surtout qu'il est très jeune. Encore, il serait assez âgé. Je peux comprendre qu'il priorise pas l'argent, qu'il priorise vraiment la performance, parce que voilà, tu sais pas combien de temps tu vas tenir. Là, il est très jeune. Il a le temps de faire plusieurs orgas. Donc, c'est un bon move de sa part. Alors, Marsouin, comparé aux 10 000 dérisoires de l'UFC, c'est 12 plus 12, donc 12 primes de base et 12 de victoires sur tes débuts à l'UFC. La question est vite répondue. Alors, en fait, par rapport à ça, c'est toujours le même schéma, en fait. C'est-à-dire, tu signes à l'UFC, tu as un salaire de merde, mais par contre, en termes de retombées médiatiques par rapport à ce que tu peux gratter aux sponsors, c'est beaucoup plus important. Les sponsors, tu leur dis je suis à l'UFC et tu leur dis je suis au PFL, ça va pas être la même manne financière. Je pense qu'ils vont t'ouvrir en termes de ils vont pas ouvrir le robinet de la même façon, tu vois. Quand tu vas signer par contre au PFL, ouais, t'as un salaire de ouf. Je suis pas forcément d'accord. J'étais d'accord avant. J'aurais été d'accord avec toi. Là, je suis pas forcément d'accord dans le sens où au PFL, tu peux avoir une image qui est similaire à celle de l'UFC. Hein. Regarde Baki et Cédric. Moi, en France, en tout cas, je pense, ils ont essayé des sponsors qui sont super intéressants. Donc, je pense pas. Je pense que tu peux te débrouiller sans l'image de l'UFC. Maintenant, oui, pour les financièrement, je pense que c'est même plus intéressant. Maintenant, c'est vrai que l'UFC a vraiment le potentiel de, si tu perces, de te faire connaître mondialement. Enfin, c'est ça le truc. Mais en fait, si tu vois, c'est la puissance médiatique de l'UFC. Tu compares juste les Instagram, par exemple, du PFL et l'Instagram de l'UFC. Je sais pas, tu claques un KO monumental, l'UFC va te poster sur leur page, hop, 100 000 likes. Tu vois la portée du truc. Au PFL, tu regardes leur post, il y a quoi? Il y a 1500 likes, même le Bellator. Hein. Tu vois, c'est... Regarde Cédric contre Jordan. C'est énorme, hein. Cédric combat. Oui, mais parce que là, en fait, on est sur... Il y avait tout de réuni pour que ça fasse un moment genre vraiment cold, tu vois, dans le MMA.
Tu as le walkout, enfin l'entrée, tu as le KO en 9 secondes, tu as le trash talk de Cédric, et en fait c'est que tout a été relayé sur les plus grosses pages Instagram, tu sais, que ce soit MMA Junkie, que ce soit ESPN MMA, tout ça en fait. Mais il faut réussir justement à claquer un truc monumental que tu vois une fois tous les je sais pas combien quand t'es hors UFC en fait. T'as X-Street aussi qui donne un très très bon argument, c'est regarde, Imavov et Lapidus qui sont à l'UFC et qui ont pas beaucoup de popularité, malgré leur performance. Là après ça vient je pense plus de leur communication à eux. Ce ne sont pas des gens qui parlent beaucoup, qui s'expriment beaucoup, qui vont prendre le micro, que ce soit pour faire du trash talk. Alors, les deux font hein. Baki, il n'était pas non plus énorme communicant avant, il communiquait pas beaucoup, hein, et pourtant il avait une fame qui était là. Après, il a commencé à développer la communication, mais même avant, il avait déjà cette notoriété qui était installée. Bah, c'est que tu as le personnage. Tu as le personnage Baki, jeune. Tu as le surnom Baki, justement, par rapport en référence au manga. Le mec invaincu. Ouais, tout genre de trucs, tu vois, le gros prospect. Nassour et Taylor, c'est que... Alors, il y a eu justement des combats à la décision. Pourtant, c'était des très bons fights, etc. Mais t'as pas forcément un personnage qui en ressort autant que le personnage de Baki, par exemple, tu vois. En termes de marketing, en termes de vendeur, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, bah oui, enfin de toute façon c'est clair et net, le personnage de Baki va beaucoup plus vendre que le personnage de Taylor Lapillus. Ouais, c'est bon. Je pense que, tu vois, c'est la marque, c'est Pride or Die, je crois, qui sponsorise Baki. Ils font un t-shirt Baki, ils vont le vendre à je sais pas combien d'exemplaires. Malheureusement, et c'est pas du tout une critique, hein, mais c'est un fact, tu vois, un aspect à prendre en compte. C'est l'offre et la demande. Si jamais tu sors un t-shirt Lapidus, oui, ça marchera pas pareil, c'est normal. Voilà. Normal. Baki, il traîne avec les youtubeurs, il inox tag, etc. Il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que il s'est greffé, non, c'est pas il s'est greffé, il est rentré, voilà, il est rentré dans un milieu qui a dépassé le cadre de la commu MMA vraiment fermée en fait. Il est devenu mainstream, bah, je pense aussi par rapport au combat de Cédric, comme un peu à l'image de Cyril Gane. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il a gagné en popularité. Il y a X-Street qui dit devenez pote avec Thibaut InShape ou Squeezie. Si tu vas choisir un des deux, tu prends lequel? Thibaut ou bien Squeezie? Thibaut. Ah, directement Thibaut aussi. Thibaut. Alors attends, je vais regarder. Baki, il communique sur plein de chaînes YouTube différentes. Aussi, il y a ça. Baki, il était big sur Twitter grâce à Ramzat et à Salah. C'est vrai que quand il a fait le camp d'entraînement avec Shimaev, quand Shimaev justement l'a appelé pour faire le camp, là ça a aussi explosé de son côté en fait. Et alors après, d'un point de vue, si on doit faire une comparaison par exemple avec Saladin, sur ce sujet sur lequel on va arriver juste après, autant d'un point de vue vraiment purement sportif, on ne parle pas des aspirations personnelles justement de coffrer à mort pour la famille, etc. Mais autant par exemple Saladin, le fait qu'il re-signe au KSW, moi en tant que fan, ça m'embêtait un peu parce que il a nettoyé les KT au KSW et il lui restait quoi aujourd'hui comme challenge, tu vois. De l'autre côté, Baki, et il y a encore pas mal justement de match-up à faire, que ce soit avec avec le roster du PFL ou du Bellator, avant de signer à l'UFC. Donc en fait, cette signature à l'UFC, c'est moins, d'un point de vue vraiment purement sportif, moins chiant entre guillemets que la signature de Salah au KSW. C'est que Saladin, comme tu dis, il a tous les CV là-bas. Hein. Mais je vois... Là, en fait, là, c'est vraiment l'intérêt, il est purement financier. Ouais. Mais je sais pas comment le KSW va aller trouver des contenders pour Saladin maintenant. Bah, il y a le match, le probable match donc contre Winsol Varela. Voilà. Donc choc franco-français pour la ceinture lightweight du KSW. Franchement, ça pourrait être un fight de titan. Ce serait une boucherie, ouais. C'est un truc sympa. Et après, voilà, la question, c'est qu'est-ce qu'on me propose? Ah, si, attends. Info aussi, Maître Fumier. Apparemment, le KSW aurait fait un rapprochement avec le Rising, donc l'organisation légendaire au Japon. Voilà. Et il y a eu même un petit call-out justement de Saladin par rapport au champion du Rising. C'est le champion que je te parlais la semaine dernière qui va affronter Pacquiao, Manny Pacquiao, qui s'appelle Shiro Suzuki, qui lui vient il a un très gros bagage en striking. Et Saladin, il a dit sur Twitter, il me semble, genre let's go quoi, on y va, on fait le combat. Donc s'il y a un crossover Rising
KSW, là ouais on peut faire apporter du 109 parce que justement les petites KT c'est là où les japonais ils déboîtent sévère, tu vois, donc ça peut rapporter du 109 pour Saladin et proposer des gros fights. Intéressant, c'est sûr. Là c'est vrai, comme tu dis, au KSW tu veux le mettre contre qui? Il a détruit toute la Pologne. Bah il a lessivé les 66 et 70, après donc 77 c'est pas sa KT quoi, c'est pas sa KT. Il a signé combien de combats Saladin? Alors ça c'est une bonne question, je sais pas du tout. Tu sais ou pas? Pas du tout. Rapidement, hop là. Souvenez-vous que... Hein? C'est pas précis là pour l'instant. Alors Sweezy, souvenez-vous qu'il y a 1 an ou 2, Salah avait call out des events de champion versus champion entre orgas. Le One, le PFA, il avait tag tout le monde. Bah franchement, moi je suis pour ce type de crossover, tu vois. Tu prétends que les champions de ton orga sont les meilleurs, bah ok, allons voir. Comme il y a eu l'event entre le Bellator et le PFL, on a vu que le PFL s'était fait laver. Salement. Laver sale, quoi. C'était chaud. Hein. Alors Sweezy a répondu 5 combats. Il a signé pour 5 combats avec le KSW. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le roster pour Baki au PFL et Bellator? Ah. En welterweight, donc. Bah, c'est toujours le problème de cette organisation-là, c'est qu'en fait, on sait pas. On a je sais pas s'il a encore d'activité, Lawrence Larkin. Un très bon striker aussi. Ouais, il est un peu âgé maintenant aussi. Ouais, mais ça pourrait faire un bon fight contre Baki, tu vois, un vétéran de chez vétéran. Bah, il avait déjà affronté un vétéran à l'ARES. Ouais, mais là, en fait, c'était Efrain Escudero, là. Ouais. On va pas se le cacher, il était vraiment en méforme totale. Enfin, c'était pas le Escudero des temps de l'UFC, quoi. Ouais. Alors que Larkins, Lawrence Larkin, il offre toujours de solides combats, tu vois. T'as Jason Jackson après, mais ça c'est le champion du Bellator. Si on est ensemble, mais il pourrait affronter peut-être Laureano Staropoli, qui était à l'ARES avant, qui était aussi au Factory, et qui est dans la catégorie welterweight aussi du PFL. Aussi, hein. Y a pas des mecs, je sais pas, de l'Est russe, d'Aghestan avec... Il y en a plein. Ouais, voilà. Je sais que leur roster, ils sont blindés. Mourad Ramazanov, Shamil Mouzaev, Magomed Oumalatov, voilà. Il n'y a que ça. Et après, en non-ricain, qu'est-ce qu'il y a d'autre En non-américain, il y a Don Madge. Ouais, attends, il n'y a pas... C'est Andrei Koreshkov, je crois, je sais plus. Andrei Koreshkov, Neyman Grassi et Goiti Yamauchi. Goiti Yamauchi, ouais, qui est américain-japonais, je crois, un truc comme ça. Qui a un très gros palmarès. Et Koreshkov qui avait mis un coup de pied retourné. C'est bien lui, là, qui avait brisé 5 côtes et il avait tué le mec. Ouais, je pense que c'est le coup de pied retourné le plus violent que j'ai jamais vu de ma carrière. Alors, salut Azote, ils ont 3-4 top 15-25 de la KT. Est-ce que Baki a vraiment rencontré un niveau UFC, vu qu'en soi il a lavé tous ses adversaires pour l'instant? Pas encore. La plus grosse opposition de Baki pour l'instant, ça a été qui? En termes de palmarès et tout. Escudero? C'est Cédric. Hein. C'est Cédric, en fait, sur papier, c'est Escudero, mais en réalité, il était pas du tout il était plus du tout dans la performance. Pour moi, le mec qu'il a affronté qui était plus fort, c'était... quand je regarde... Non, Palette non plus. Non, moi j'aurais dit ouais, c'est Cédric pour moi. Pour moi, en fait... J'aurais adoré voir son combat contre Félix Klinkhammer. Ouais, combat qui était donc pour la ceinture des 77. Baki avait raté la pesée justement. Le combat devait être rematché à une date ultérieure, mais du coup ça s'est pas fait. Non, ça j'aurais été vraiment très très chaud de le voir. Parce que Klinkhammer était à quoi, 8-0? Un truc comme ça? Il y a 9-0 Klinkhammer. 9-0? Ouais. Ça aurait été vraiment comment dire, pour asseoir on va pas dire la hype, mais... déjà, ouais, ça aurait vraiment montré en gros qui est digne du vrai niveau UFC, tu vois. Ça, c'est bien, parce que là, tu avais vraiment un mec qui du niveau UFC. Félix, il a clairement ce niveau-là. Baki, sur papier, il a clairement ce niveau-là aussi. Là, ça aurait vraiment permis de confirmer, en gros, est-ce que c'est sûr? Est-ce que s'ils sont bons? Alors, Super Gorette, le gros problème de Baki, c'est le manque de finish. KO, presque rien. D'un côté, voilà, il y a le manque de finish, mais de l'autre, en fait, il y a le contrôle total de ses fights.
c'est ça. On l'a jamais vu en réelle difficulté. Hein. On l'a jamais Ouais. vu en galère, en fait. Hein. Et il a quand même un KO sur épine. Hein. Non, puis en réalité, sur ses 8-0, il a quand même 4 KO TKO. Hein. C'est la moitié, hein. C'est pas non plus ridicule. Hein. Alors, Doumbé versus Pettis, est-ce que ça va se faire du coup? Potentiellement, parce que là, même s'ils font un rematch avec Baki, je pense pas que ça arrivera tout de suite. Hein. Ah, je pense pas que ça va tout de suite. Je sais pas si le PFL a l'intention de vraiment faire une bonne construction de carrière pour Baki ou alors lui balancer vraiment des tueurs dès le début. Je pense qu'ils vont vouloir. Enfin, à mon avis, ils se sont rendus compte du potentiel français avec Cédric et ils vont vouloir se dire vas-y, on prend un deuxième, comme ça on mise pas on met pas tous nos œufs dans le même panier. Je pense que ça va être ça. Ils ont juste vu qu'il y avait vraiment en France un potentiel et qu'ils veulent continuer de miser sur ça. C'est mon avis sur le truc. Alors, Sweezy demande, vous le voyez où Baki? Top 50 ou plus haut? C'est toujours dur de se prononcer en fait sur ça. Pour l'instant, il a l'air carrément au top, il a l'air de pouvoir tabasser plein de monde. Maintenant, faut le voir justement, on l'a pas encore vu opposer un mec vraiment ultra haut niveau. Sur une scène mondiale. Voilà, c'est ça. Tant qu'on n'a pas vu ça, on ne saura pas. C'est comme ça. Ça va permettre un petit peu d'analyser. De situer le niveau de Baki. Mais c'est fort probable pour moi qu'il a le niveau top 50, hein, largement. Et donc, voilà, c'est moins dérangeant d'un point de vue sportif, parce que là, on va pouvoir le voir contre encore plus de confrontations. Il a beaucoup de choses à faire, que ce soit au PFL ou au Bellator. Peut-être même aller justement viser une ceinture, peut-être une rencontre, si ça se passe bien, avec le champion Jason Jackson. Il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, à l'inverse, justement, on va aller sur le cas de Saladin. Alors, d'un point de vue personnel, on peut comprendre tout à fait, en fait. Il veut mettre toute sa famille à l'abri, donc il va aller là, forcément, où il y a le plus gros chèque à prendre. Et après, ça revient toujours là sur la même chose, c'est que d'un point de vue, nous, en tant que fans, en tant que la personne qui aime le MMA, voir le côté sportif et tout, on aurait voulu voir vraiment Salah sur les plus grosses oppositions en termes de niveau. Et tu te dis, si c'est pour ça, il faut aller à l'UFC, en fait. C'est vrai. Après, bon, faut voir ce que tu veux. Hein. Est-ce que tu veux juste, on va dire, comment on dit là? L'approval en anglais. Approval. L'approbation. Ouais, est-ce que tu veux juste l'approbation des fans? Mais le problème, c'est que l'approbation des fans, une fois que tu arrêtes ta carrière, ça remplit pas le frigo. Ça disparaît rapidement. Alors que l'argent, même si tu arrêtes ta carrière, voilà, il est là. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a des priorités. Après, c'est que par exemple, Baki, on a le sentiment même, enfin, il est sur une carrière toute jeune. Saladin, même s'il reste encore très jeune, c'est qu'il a déjà une très grosse carrière derrière lui, tu vois. Il a un nombre impressionnant de fights parce qu'il a commencé vraiment très tôt à combattre. Donc, on est limite, on peut limite penser, en fait, Saladin, il en est où de sa carrière? Est-ce qu'il lui reste beaucoup encore sous le pied, etc. Est-ce que le mec, il va aller sur un palmarès de 50 fights? Mais il a quoi, 27 ans? 26 ans? Je ne saurais même pas te dire l'âge de... Là, exactement. 26 ans. 26 ans, là, en soi, il est même pas rentré dans son prime physique, tu vois. Chaud. Tu peux me dire sur Tapology, il a combien de combats en totalité, là? 19-2. Donc il a 21 fights. 21 fights à 26 ans. Ouais, il est même pas encore... En 2015. Il faut voir après quel impact... Il a commencé, il avait 11 ans? Non, c'est pas possible. Mais non, n'importe quoi. Non, il a 9 ans. Non, je vais pas compter. Voilà. Il avait 11 ans. N'importe quoi. Il avait 17 ans. Ah ouais. En fait, il combattait des gens professionnels à 17 ans. Ça veut dire qu'à tous les coups, il combattait en amateur. Déjà, il devait avoir 14-15 ans. Tu vois. En fait, avec une carrière comme ça, à seulement 26 ans, il faut voir dans quel état aujourd'hui est son corps. Comment le MMA l'a laissé. S'il est en pleine forme, qu'il n'a pas encore tapé son prime, ouais, ok, il fait encore ces quelques années au KSW. Et puis après, nous, en tant que sportifs, on va se régaler à le voir à l'UFC. L'UFC sera vraiment la cerise sur le gâteau, tu vois. Ah, parfait. Et puis t'arriveras pas comme Baki, lui de son côté, avec 12-12. La fraise sur le pancake. Je pense que là, Saladin, il n'arrivera pas avec un 12-12 comme Baki. Ils lui proposeront direct un très gros salaire. J'espère. Je pense que oui. Alors, Poyo, je pense que Saladin aurait eu plus de sponsors en allant au PFL qu'au KSW, mais l'écart était peut-être trop grand.
Oui, mais là, je pense que ce qui est intéressant pour Saladin, c'est que le KSW, même sans sponsor, c'est les primes qui sont énormes en fait. Les primes qui sont monstrueuses. C'est pas juste comment ça s'appelle? Les sponsors. Je sais pas s'il y a un fonds d'investissement derrière le KSW, si, c'est quoi qui les backup, tu vois. Je sais pas, mais pour payer autant, il doit forcément avoir comment ça s'appelle? Forcément avoir un truc derrière important, hein. Après, ça marche très bien le MMA aussi en Pologne, hein. Les cousins, ils Bah, aiment bien la quand on voit bagarre, hein. quand on voit le stadium qui remplit justement Ah, c'est le ça. KSW. Tu vois des stadiums en fait, le football pour nous, c'est le MMA en Pologne, tu vois. Ah, voilà. Oh, le mot de la fin. Bah voilà. Je te sens fatigué. Je te sens fatigué. Ah, c'est compliqué, hein. Je te dis, sont en train de mourir là. J'ai les lèvres desséchées, mais j'ai mes yeux qui se dessèchent aussi. Alors, est-ce qu'il ira à l'UFC même? Ils vont pas lui proposer ce qu'ils ont donné à Chandler non plus. Ah, Chandler, c'était différent. Chandler, c'est vraiment une star américaine, une star même mondiale. Il a eu un énorme parcours au Bellator. Donc je pense qu'ils vont prioriser plus le côté américain, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis directement. Ah, Oui, c'était un voilà. title shot, c'est ça qu'ils l'ont donné? Ou c'était UFC, d'abord Dan Hooker et après title shot, je sais d'abord plus. Hooker. Dan Hooker, Et... et après Charles Oliveira pour le title shot, juste au bout de 2 combats, tu vois. Mais c'est parce que c'est Ouais. Michael Chandler. Ouais, et puis il était champion de l'organisation concurrente aussi. Enfin, il avait Voilà. été champion, ou il était champion aussi de l'organisation concurrente, la deuxième organisation. Donc, il y avait un petit peu ce côté défi d'organisation pas officiel, en fait. Dites-nous dans le chat ce que vous pensez justement de ces signatures. Est-ce que vous auriez voulu voir que ce soit Baki ou Salah dans une autre organisation, ou si pour vous, c'est nickel? Justement, après ça, on va prendre un petit 10-15 minutes justement pour que vous posiez vos questions, que ce soit en lien avec les 2 sujets, enfin les 3 sujets qu'on a traités aujourd'hui, ou bien d'autres questions qui sont en lien avec des sujets. N'hésitez pas, on va rester 10-15 minutes et ensuite on va aller dormir. À manger. Ah, c'est chaud. Manger et dormir. Voilà. Toi d'ailleurs, en fait, C'est ça là. Oui, bah ouais, ça fait longtemps. Je pense que ça fait longtemps que les gens se rendent compte en fait, hein, qu'il a déjà le niveau. Que c'est juste une question purement de priorité. ah oui, c'est un niveau monstrueux. La question, elle se pose même plus. Il a toutes les capacités pour aller titiller le top de la catégorie à l'UFC. Hein. Sans aucun problème. Hein. Bon, la France est 0-0 pour l'instant. Ok, merci de tenir au courant. Non mais ça sent qu'il y a un truc à côté puisqu'il y a moins de monde que d'habitude. Ah, peut-être qu'aussi on est un lundi et pas un dimanche et qu'on a commencé le Ouais. stream plus tard. Et, C'est vrai. ouais, c'est vrai. Toi, ta prépa, au fait, tu la démarres quand? Est-ce que tu la démarres au moment où tu pars au Brésil ou tu vas démarrer avant? Non, bah en fait, je suis déjà plutôt bien préparé, hein. Je suis plutôt léger, je suis en forme, j'ai un bon cardio, je suis en forme. Maintenant, ouais, on manque de sparring un petit peu, donc c'est pas grave, on construit une bonne base. Pardon, on construit une bonne base pour la préparation. Ensuite, j'ai 2 mois de prépa au Brésil, ça va être largement suffisant. Enfin, j'ai un mois et demi de prépa, ça va être largement suffisant pour finaliser le boulot, quoi. Donc je rappelle, Mathieu combat le 27 août, donc mardi, et pas un samedi, mardi, au Dana White Contender Series à l'UFC Apex à Vegas. Ça sera son shot pour rentrer justement à l'UFC, pour impressionner Dana White. Give me a shot. Alors Poyo, mais je crois que le stream a bugué quelques fois, donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de délai si jamais. Ah, ok. Baki à l'UFC Paris, ça aurait mis le feu à la salle, j'imagine. Ah bah c'est sûr. Oui, ça c'est clair et net. D'ailleurs, à l'UFC Paris, donc on aura très probablement Benoît, on aura très probablement Cyril Gane. Il y a eu un call-out de Jailton Almeida là, qui voudrait avoir Cyril Gane en main event. Est-ce que Nassour, on pourrait l'avoir sur l'UFC Paris? Bah c'est possible, hein, gars, c'est dans 3 mois. C'est largement le temps. Taylor, Manon, peut-être Kevin Jousset. Ouais. Je sais pas s'il est matché. Ah, parce que Kevin Jousset était à la base censé être matché contre Jaren Gooden, je crois, et Gooden avait pull out. Il avait pull out du fight. Peut-être Michael Aljarouge. Oui, normalement il devrait signer. Peut-être Nicolas Leblond aussi. C'est possible. Qui distribue des lourds KO Cage Warrior. Ouais.
Une brutasse. Ouais. Petit gabarit, petite KT, mais de la foudre dans les mains. Il y a combien de KO, Nicolas? Il a que 3 KO? Ah bon? Ouais, 3 KO. Bah, il a dû les claquer récemment alors, parce que Ouais, c'est bah, resté par dans contre, le. ouais, il a mis 2 KO à la suite et un bulldog choc. Ouais, c'est vraiment une brute. Ah. Dire qu'on a fait une bulldog. Ouais, l'étranglement de la thèse, quoi, le bulldog choke, le truc, quoi. Est-ce qu'il y aura BSD? Normalement, oui. Je Ouais. pense que Benoît sera là, lui, aussi, Ah ouais. septembre. Hein. Je pense. Bah, il y a eu des. Là, il y a eu un pourparler peut-être contre Fiziev. Oui, ce sera un bon combat, ça. Ouais. Un bon combat. Parce que je crois que Dariush et Danuker, ils sont en train un peu de se fricoter. Sinon, il resterait qui? Peut-être un Dos Anjos. Virgile Hogan aussi à l'UFC Paris. Virgil Hogan à l'UFC. Peut-être Axel Sola. C'est possible aussi. Ouais, il y a une grosse liste de combattants français potentiels Ah, pour il cette commence UFC. à y avoir pas mal de monde, hein. Il commence à y avoir du niveau, donc ça va envoyer. Ça chez les masculins. Donc après, voilà, il y a Manon Fiorot, il y a Nora Cornol chez les féminines. Est-ce qu'il y a d'autres. Attends, il y a d'autres féminines françaises à l'UFC ou pas là? Je sais pas. Il y avait Zara avant, mais il me semble qu'elle est Elle est plus là. Zara, bah, elle a combattu à l'ARES là. Elle a signé à l'ARES. Oui. Ouais. Nassour en main event maintenant. Bah, s'il y a Cyril et s'il y a Nassour, je pense qu'ils préféreront placer Cyril Gane pour le main event et peut-être Nassour en co-main. Peut-être sur un 5 rounds aussi. Hein. Une revanche contre Strickland ou un truc comme ça. C'est possible. Ce serait bien ça. Ah non, Strickland, il veut pas venir en France. Oui, c'est vrai. Oui, Aboubacar Younoussov aussi. Oui. Il y a trop de monde. Il y en a trop. Beaucoup de monde. Cyril a perdu beaucoup de hype, mine de rien. Ouais, c'est les histoires avec le fait qu'apparemment il aurait refusé Thomas Spinal, plus je sais plus quel combattant derrière, parce qu'il avait des obligations justement de tourner un film. Donc là aussi, peut-être, nous on sait pas, hein, mais financièrement, peut-être que ça va le mettre bien à l'abri. Il a fait ce choix-là pour être tranquille. Mais On verra bien, mais c'est vrai que le combat contre Almeida, c'est pas forcément un combat super intéressant pour Cyril, je trouve. Le mec est pas très connu, il est super fort, c'est un peu l'anti-jeu de Cyril. Il aura beaucoup plus à perdre qu'à gagner, je pense. Ouais, je pense aussi. Il y a Oumar Sy, Marçon qui nous dit Oumar Sy. C'est vrai, il y a Oumar Sy. Oui, j'ai oublié. Qui est arrivé, qui a roulé sur son adversaire Il a massacré. Tranquillement. Polish Lancer, vous m'aviez manqué. The King is back. Donc ouais, voilà, je pense qu'on peut conclure sur ça. Hein. Oui, ça se voit que je suis fatigué. Ouais. Est-ce que t'as un petit mot de la fin? Dormez bien. Oh le mec. Non, je vais finir. Écoutez, merci d'avoir suivi ce live justement qui n'était pas sur le bonjour. Dimanche prochain, par contre, on se retrouve à 19h à l'heure habituelle. On se retrouve aussi sur la chaîne de Karaté Bushido Plus pour des news. Et sur ce, on va vous souhaiter une très bonne soirée. N'hésitez pas aussi à aller voir sur la chaîne de Karaté Bushido officielle les 2 dernières vidéos qui sont sorties. Donc Mathieu en sparring contre Virgil Hogan et Romain de Bienne à la Légion étrangère. Pas mal celle-là. Ouais. Romain, très bonne vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça, mettre un petit like et on se retrouve très vite. Et en attendant, bonne soirée, bonne semaine à vous. Entraînez-vous bien, mangez bien, dormez bien, faites des bons gains et à la prochaine. Ciao l'équipe. Os. Et là, le monde coupé. Hop.